Du tourisme bien sympathique à présent. Nous allons partir dans la région de Mariembourg, la région des Trois-Vallées, et nous allons y découvrir des lieux et des gens dont on parle peu dans les dépliants touristiques. Voici Les Chemins racontent. Au bord de l'eau naît la vie. Aujourd'hui, notre petit voyage nous mènera au sud-ouest du pays, près de cette région où l'eau est convoitée par les barrages. Plus précisément, nous suivrons la voie d'un chemin de fer, celui des Trois-Vallées, qui se faufile de Mariembourg à Traigne, via Nîmes, Aulois, Vierve, en empruntant la vallée du Virouin. C'est l'eau blanche qui nous salue d'abord. De son union avec l'eau noire, à hauteur de la Roche à l'Homme, près de Nîmes, naîtra le Virouin, affluent de la Meuse. Dans les années 1500, l'empereur Charles Quint décidait d'ériger une place forte à Véroflé. Il lui donne le nom de sa sœur, Marie de Hongrie. Mariembourg était née. Construite sur le plan d'une forteresse, Mariembourg en a gardé la disposition. Ses fortifications furent rasées en 1853. Au bout de ces rues se trouve la gare, et près d'elle, le quai de départ du chemin de fer des Trois-Vallées. Le train qui circule sur cette voie de 14 km, reliant Mariembourg à Traigne, a été remis en exploitation en 1978 par des amateurs passionnés des choses du rail. Groupés en ASBL, ces collectionneurs, dont certains sont cheminots ou conducteurs de locomotives modernes, passent leur loisir à rechercher, à ramener ici pour le remettre en état, du matériel ferroviaire ancien et le faire circuler pour leur plaisir, et le nôtre. Les deux dernières voitures, on les avait chargées sur le toit. Attention des fers. Attention main. Nîmes, premier arrêt. Attention, un train peut en cacher un autre. Celui-ci n'est pas à vapeur. Le bruit qu'il fait est déversé par des haut-parleurs. Mais Nîmes, ce n'est pas que ça. C'est un des plus anciens habitats du pays. Les Celtes se sont installés autour de la résurgence de la rivière l'Eau Noire, qu'ils ont appelée Nème, source sacrée. Patrie de Pierre Bossot, vice-roi de Castille, le sol est riche des souvenirs néolithiques, celtiques, romains, féodaux, des seigneurs de l'Ancien Régime et de l'âge industriel. Nîmes était le lieu de résidence des baillis de la châtellenie de Couvin. La maison des baillis est l'ancien château du village de Nîmes, qui a remplacé le château fort détruit en 1408 et dont les murailles ici derrière contenaient le cimetière et l'église du village. La maison des baillis a été bâtie en 1423. Elle a été agrandie en 1600 et en 1700 par les baillis successifs. Et le dernier, Charles-Raymond de Baillet, est parti à Merlemont en vendant ses propriétés à M. Licot, qui était aussi un maître de forge, qui a abandonné la maison et qui a transformé en château
la ferme de Maugré, actuellement l'hôtel de ville de Viroinval. Comment se fait-il qu'on retrouve tant de vestiges qui datent du 15e, 16e siècle? Parce que ça a été l'époque où les baillis, les seigneurs de Nîmes, étaient les plus importants. Ils étaient baillis de la châtellenie de Couvain et naturellement, ils faisaient bénéficier leur village de leur richesse et de leur importance. Sur les hauteurs du bourg se trouve la réserve naturelle du Virouin. À la bonne saison, sur le versant ensoleillé, on peut découvrir et observer 25 espèces d'orchidées sauvages. Dans les endroits comme celui-ci, le terrain a été pâturé par les chèvres et les moutons pendant un millier d'années. Et à la disparition du dernier troupeau, la forêt n'a pas pu se rétablir, comme sur les abonnés que vous voyez ici en face. Et les orchidées ont poussé dans les herbes, dans le trieux, qu'on appelle le Xerobrometum en langage botanique. Et ce trieux étant calcaire, toutes les plantes calcicoles sont chez elles. Elles se multiplient, elles se conservent assez facilement. Plus il fait sec, plus les orchidées fleurissent. Quand il pleut trop, les herbes étouffent la floraison des plantes rares et ne poussent pas. Cette année-ci est une année tout à fait moyenne parce qu'il a beaucoup trop plu au mois d'avril. Mais les années sèches, naturellement, il ne faut pas trop sec, il ne faut pas arriver comme en 77. Alors tout meurt. Mais l'année suivante, les herbes étant mortes, les fleurs sortent de terre, et c'est comme ça que l'année 78-79, on a eu une floraison d'orchidées absolument exceptionnelle, parce qu'il y avait presque plus d'herbes. Vous avez ici, m'avez-vous dit, une orchidée qui ne pousse que très rarement et qui est presque une fleur mythique. Oui, c'est le Limodorum abortivum. Il est connu depuis que les botanistes viennent dans le pays, depuis plus de 100 ans. Mais on ne le constate en floraison qu'une ou deux fois par décade. Une fois il pleut trop fort, une fois il ne pleut pas assez, une fois il est étouffé, une fois il est écrasé par un touriste, une fois il est mangé par un lapin. La dernière fois qu'on l'a photographié, c'est en 73. De l'autre côté, aux Abanais, de profondes fosses naturelles percent le plateau. Les Celtes et les Romains y ont exploité le minerai de fer qu'elles contenaient. Plus tard, les Nîmois ont à leur tour récupéré les résidus, appelés craya, pour les revendre aux métallurgistes de la région. Mais que signifie fonderie des chiens? Il y a des gens qui ont cherché midi à 14 h qui ont dit que il y avait du craya de sarrasin, craya de païens, chien de païens. C'est absolument une blague parce que les gens jetaient, jusqu'avant la guerre de 14-18, jetaient ici toutes leurs bêtes crevées. Quand on a descendu avec les alpinistes ici dans le fond des trous, on a retrouvé des squelettes de chevaux, de chèvres, de chiens, de toutes sortes de bêtes. Et les gens appelaient ça le fonderie des chiens parce qu'ils y jetaient leurs chiens crevés. À quelques kilomètres d'ici, à Dourbes, la colline dominant le village est occupée par le centre de physique du globe dépendant de l'Institut royal météorologique. Ce centre observe les phénomènes de la surface de la Terre dans le but d'en connaître l'intérieur. Ce sont des observations très délicates qui doivent être faites à l'abri des pollutions et parasites engendrés par l'industrie, les lignes électrifiées et les grandes agglomérations. C'est pour être isolé de ces parasites que le centre a été créé à Dourbes il y a une trentaine d'années. Pour l'intérieur de la Terre, on observe principalement le magnétisme terrestre, la sismologie, les marées terrestres et les courants telluriques. Pour l'extérieur de la Terre, on effectue des sondages ionosphériques, réflecteurs des ondes courtes, des mesures de la radioactivité et de l'électricité de l'air. Les renseignements recueillis et traités iront alimenter des banques de données reprenant les observations des centres physiques du globe du monde entier.
Hollois est un ancien retranchement néolithique établi dans une boucle du Viroin. L'élevage et l'agriculture y ont toujours été une des principales ressources. Les champs donnaient l'avoine et le seigle, les ruisseaux permettaient l'établissement de moulins et pressoirs. On y cultive encore la vigne. Mais aujourd'hui, le village ne résonne plus des coups sourds des carrières voisines, ni des plaisanteries échangées entre les nombreux sabotiers qui vivaient et travaillaient ici. Ils ont cessé leurs activités. Mais si vous voulez tout savoir sur Hollois, grimpez là-haut sur la colline et écoutez le poète de Lois, Simone de la Goulette. Et Hollois, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à Hollois? C'est quoi Hollois? C'est rien et c'est tout. C'est-à-dire? C'est un petit village agréable, où les gens sont gentils, où les gens ont plutôt un caractère gai. Vous comprenez? Un peu très individualiste. C'est pour ça que le dicton d'Hollois, c'est « à Hollois, on fait ce qui se plaît ». C'est wallon, mais vous comprenez quand même bien ce que ça veut dire. À Hollois, on fait ce qui se plaît. On est très individualiste. Et pour ça, on est comme les chèvres. Il y avait beaucoup de chèvres ici. Hein. Eh bien, on est têtu comme des chèvres. On est un peu têtu. On est un petit peu maniaque sur la propreté, des aliments, tout ça. Tout comme les chèvres. Et il paraîtrait que on tiendrait de ce caractère individualiste parce que le lait de chèvre était la nourriture principale de tout le monde dans le temps. Il n'y avait pas beaucoup, avec les riches qui avaient des vaches. Les autres, il avait une chèvre, 2 chèvres, 3 chèvres. Alors on était nourris de lait de chèvre. Et ça a continué depuis des races parce que j'ai des vieux documents qui datent de très longtemps. Eh bien, on avait déjà ce caractère individualiste que l'on a. Faire un peu chacun comme il se plaît. On parle souvent d'un certain brochet à lunettes. Ah, mais le brochet à lunettes, ça... Alors, qu'est-ce que le brochet à lunettes... Même... Et figurez-vous qu'il y a un monsieur qui a osé dire ici qu'il y avait des brochets à lunettes en lieur. Qui ici? Non, peut-être bien que ça peut arriver, mais moi je ne crois pas. Il n'y en a tout de même pas des pareils aux nôtres de brochets à lunettes. Parce que nous, ils portaient d'authentiques lunettes. Racontez-nous un peu qui c'est ce brochet à lunettes. Eh bien voilà, nous avons eu un grand braconnier. D'abord, Joseph Chantan a fait un livre sur lui. Il l'a appelé le dernier des Celtes. Vous vous rendez compte? Eh bien, ce braconnier, il était connu dans tout le pays, il était pourchassé, tout ce que vous voulez, mais il se fichait aussi bien d'un mari-de-chaussée que n'importe qui. Alors, il y avait le notaire de Roméden qui faisait toujours des grands banquets. Il était connu pour ses grands banquets. Et il voulait avoir des brochets pour l'entrée de son banquet. Alors on lui dit, écoute, la pêche est fermée, va trouver Clovis à Hollois, le braconnier. Bon, là, docteur, le notaire Fouquet qui s'amène, il avait un frère qui s'appelait docteur, ça veut dire que je me mêle toujours le truc, moi. Donc c'est le notaire qui faisait des banquets, l'autre était un peu plus radin. Eh bien, le notaire, donc, arrive et il dit, il vient trouver Clovis. Il dit, Clovis, il me faudrait 2 ou 3 beaux brochets pour mon banquet. Vous aurez ça, monsieur le notaire, dit-il. Alors, Clovis se dit, qu'est-ce que je vais aller chercher pour aller pêcher des brochets? Notre vieux maître d'école, il n'y a pas mieux que monsieur Lubin, c'est le meilleur pêcheur du pays. Il arrive chez monsieur le maître. Bonjour, monsieur le maître. Tiens, quel bon vent t'emmène, dit le maître. Et tu n'as pas peur des gendarmes qui sortaient trop? Une preuve mal, ils ne sont pas encore prêts à m'avoir. Ah, et qu'est-ce que tu viens faire chez moi alors? Il dit, eh bien, le notaire de Roméden a besoin de 3 beaux brochets. Alors je pense que vous pourrez me renseigner où il y a des brochets. Oh, tu tombes bien, il dit. Hier, je les ai vus dans leur coin. Leur coin, c'est l'endroit où ils se tiennent de préférence. Magnifique, hein? Au bio. Alors ça y est, on y va? Oui. Alors il prend son sticket. Son sticket, c'est un grand filet, comme ont encore les pêcheurs de crevettes sur la plage, là. Pour aller à la... Eh bien, c'était des grands... Ça parce qu'on n'en trouve plus, hein, ces stickets-là. Et il part avec son sticket, il est là, 2. Monsieur Lubin, c'est un grand bonhomme. Notre Clovis était plutôt petit et rablé, vous voyez le jeu, il part, mais il arrive au bio. C'est l'art des sticks, je les ai vus. Alors il jette son sticket. Rien. Ben, vous êtes sûr que c'est ici, dit-il. J'en suis plus que sûr, qu'il dit. Mais comment ça se fait, dit-il, qu'ils ne viennent, qu'on ne les voit pas? Attendez, si vous êtes sûr, nous allons les voir tout de suite, dit-il, Clovis. Il
de sa poche le courrier fusile, il déplie, il met sur le sticket avec un caillou pour le tenir matelot. Allez, allez-y. Le maître relance le sticket, les 3 brochets bondissent. Mais M. Lubin était là penché, le brochet en sautant lui saute à la figure, lui arrache les lunettes, et les lunettes de M. Lubin vont se percher sur la tête du brochet, qui s'enfuit avec les lunettes. Voilà. Je ne comprends pas ça, c'est presque incompréhensible. Mais écoutez, il n'y a pas plus curieux qu'un brochet. Alors, voyez-vous, quand il a vu le courrier de Fouville, il a dit, c'est l'occasion pour moi de connaître toutes les nouvelles du pays. Et c'est ça. Et le brochet, il est toujours là, vous savez, monsieur. Alors, c'est défense. On défend aux pêcheurs, on ne peut pas le pêcher. Puis il est trop malin. Des histoires de ce genre, Simone pourrait nous en raconter des 10 et des 100. Mais le train n'attend pas trop. Voici déjà Vierve et son château. Ce château, connu depuis le Moyen-Âge, fut une demeure fastueuse sous les de Hamal. Incendié en 1775, il fut reconstruit plus modestement. C'est la fin de notre voyage. Le village de Traigne, dont la gare est devenue le centre Paul Brien, centre de recherche sur l'environnement. La gare de Traigne a été rachetée en 1972 par la faculté des sciences de l'Université libre de Bruxelles pour y créer des laboratoires et un centre d'enseignement pour les étudiants de l'université. Alors, dans ce laboratoire, on étudie l'environnement dans son sens le plus large, c'est-à-dire l'histoire, la géographie, la biologie, l'écologie. Et de plus en plus, la gare a non seulement pour vocation de faire de la recherche scientifique, mais également d'apporter une information au public. La SBL Documentation et Information de recherche sur l'environnement met à la disposition de groupes ou particuliers qui veulent s'informer sur la région et son environnement une grande quantité de renseignements qui vont de la vie des fourmis à l'archéologie en passant par l'étude de la qualité de l'eau, une exposition d'outils et de documents traitant de la vie active des habitants de la région, carriers, forestiers, sabotiers, agriculteurs, et la création d'une intéressante collection de matériel agricole ancien. Et nous avons essayé de constituer une collection de machines qui étaient pour la grande majorité utilisées dans cette région et plus particulièrement, quand cela est possible, de fabrication belge. La première machine, en fait, donc, qui est une charrue qui a été fabriquée ici même à Traigne, porte une plaque d'identification qui date de 1893. La plupart des machines proviennent de l'époque de la fin de l'entre-deux-guerres et du début de la Deuxième Guerre mondiale. Nous les recevons évidemment dans l'état tel quel, après avoir séjourné plusieurs années à l'extérieur en général, et nous les démontons systématiquement, pièce par pièce, et nous les repeignons. Nous essayons évidemment de nous procurer les pièces qui nous manqueraient.
et nous reconstituons entièrement ces machines de façon à ce qu'elles puissent éventuellement encore être même opérationnelles s'il le fallait. Les machines agricoles de jadis, le train à vapeur d'antan, il est vrai qu'il n'y a pas de présent sans passé. C'était Les Chemins racontent, réalisé avec la collaboration de Jean Mailly, Alexandre von Sivers, René Fruchter, Guy Leclerc, Louise Mohamed, Marie-Ange Leroy, Jean Istas, Philippe Van den Born, Chantal de Kempener, Jean-Pierre Delmarcel. C'est une émission de la section Enquête du Centre de production de Bruxelles.